Vous avez entendu ce qu'il a dit? La fête est finie. Allez, vite ton sac, gamin. Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin? D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment. Salut Emmanuel. Salut Alexandre. Eh ben, je suis vraiment enchanté de t'avoir sur cet épisode, ce nouvel épisode de TechSource. Et ben moi de même, c'est marrant de voir l'envers du décor, tu vois, à force de vous écouter, là on voit l'autre côté. Voilà, tu viens nous partager tes sources, vider ta stack de sources. Voilà. Ou ton stack, ouais, je sais jamais comment dire. Et elle va être costaud parce que à te lire tous les jours, notamment sur ton récap GenAI, mais pas que. Enfin, on peut pas résumer Emmanuel Vivier à ça, quand même. Non, mais c'est vrai, c'est un peu le dernier format qui marche bien. Là, c'est la 24e édition ce matin. Et c'est vrai qu'on a entre 20 et 70 news tous par semaine, plus une news par jour. Donc, c'est assez dense sur l'IA générative. Bon, on va creuser ça parce que c'est très complet. Enfin, franchement, moi, je ne lis que la tienne. je suis satisfait pour la semaine. On fait un petit vrai ou faux pour apprendre à te connaître. Vrai ou faux, t'as monté une agence au départ quand tu t'es lancé? Après avoir démarré avec Loïc Lemer chez B2L BBDO pendant quelques mois, en fait j'ai monté une agence qui est devenue l'agence Vanxon, qui existe toujours. Alors à l'époque elle était un peu plus visible puisqu'on avait un blog qui était Culture Buzz, qui faisait pas mal d'audience sur le buzz viral, le social media. On a démarré à Luxembourg, alors parce qu'on y habitait, pas parce que j'avais bossé un an en agence là-bas. Puis après nous on a plutôt rouvert la France, rouvert la Suisse, rouvert les États-Unis, qu'ils ont fermé après en 2008, et ils ont rouvert la Belgique après. Et là c'était vraiment des sites web, du buzz, du viral, du social. À l'époque les gens essayaient de surfer sur tous les nouveaux sujets. Le digital était déjà là, mais après c'était un peu l'arrivée du 2.0, Second Life, MySpace. Toi t'étais dans la pub, quoi. En fait, c'était la pub, mais déjà nous on était déjà la distribution de la pub, puisque c'était l'arrivée du digital, des réseaux sociaux, des influenceurs. On avait monté une régie de blogueurs qui s'appelait Buzz Paradise sur 5 pays, bon, qui a pas, enfin je pense que c'était un peu tôt, qui a pas survécu. Parce que ça, tu vois, il y a 2-3 ans, c'était en plein dedans. Enfin, il y a eu plein d'agences comme ça. Mais là c'était il y a 10 ans. Mais là, il y a 12 ans, et on a fait la première campagne d'influenceurs dans le luxe avec Chanel pour Coco Mademoiselle. À l'époque, pas une marque avait déjà bossé avec des influenceurs. À l'époque, c'était les blogueurs. Puis depuis, c'est devenu complètement un levier important. Et Vanxon existe toujours sur plusieurs pays. Ils font des sites, des campagnes, du référencement. On a fait les 20 ans de Vanxon dans les locaux du Hub Institute pour leurs clients de Paris il y a un an ou deux. Je croise toujours les équipes qui sont 3 anciens stagiaires à moi, qui sont maintenant les 3 partenaires de l'agence. Donc je suis assez fier de voir que ça tourne toujours très bien, quoi. Et du coup, l'autre vrai au fait, tu m'as répondu, t'as croisé, dans ton chemin, t'as croisé Loïc Lemer. Ouais, alors comme pas mal de gens du digital à l'époque, puisque Loïc, il avait cette force et cet enthousiasme, des fois un peu débordant, mais effectivement B2L BBDO, donc était l'agence interactive du groupe BBDO, j'étais le 13e arrivé, 6 mois après on était 120, et dans tous les personnes qui sont passées, il y en a 3 qui ont monté Supergazole, qui a été racheté par La Chose. On a pas mal de gens qui ont monté des boîtes, des startups, levé des fonds. Enfin, c'est vrai qu'il nous a beaucoup donné déjà la chance de très vite pouvoir prendre des responsabilités, travailler avec des marques, etc. Et puis, je pense que il a donné le goût d'entreprendre à pas mal d'anciens de BBDO, au-delà après de l'O-Web qu'il a monté plus tard. Et puis aujourd'hui, il est parti plutôt dans la jungle amazonienne, mais on le suit toujours à distance, quoi. Bon, pour ceux qui te connaissent pas, là, t'as un 10% c'est le haut de l'iceberg. J'allais dire, on te connaît surtout pour le Hub Institute, pour le Hub Forum. Donc tu peux peut-être en dire un ou deux mots, comme ça les gens comprendront pourquoi je t'invite aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Le Hub Institute et le Hub Forum, on est 3, Perle Bagot, Vincent Ducret et moi, où on s'est par des chemins très différents, puisque Perle était au protocole Élysée, Vincent était conseiller digital de Luc Châtel au ministère de l'Industrie, puis de l'Enseignement, puis au porte-parole là, et lui s'est rendu compte que la transformation digitale dans le public, c'était quand même très compliqué. Moi, je me suis rendu compte que c'était compliqué avec les marques, et en fait, la conclusion, c'était avant de
faire des sites web ou des campagnes, il fallait peut-être prendre le temps d'éduquer le marché, la culture d'aider on va dire parties prenantes, publiques ou privées, à mieux comprendre, à s'y retrouver dans un côté un peu chaotique. Il y a tellement de choses tous les jours dans le digital, et on s'est dit d'abord on va réunir l'écosystème, forum, on va faire une conférence, puis des conférences, maintenant on en a 60 dans l'année, où on réunit les directions marketing, digital, IT, RSE, puis après dans la beauté, luxe, et puis dans la banque et d'assurance, puis après pour les RH, pour le B2B, enfin on a essayé maintenant à peu près tout couvrir, mais en tout cas c'est de réunir en étant neutre nous, puisqu'on n'est pas une agence et on n'est pas vraiment un cabinet de conseil, on est un think tank, donc on va réunir des experts, des startups, des annonceurs, essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui se passe sur le marché, qui est un petit peu en avance de phase, et que les gens viennent partager leur succès mais aussi leur fail. Donc ça c'était la partie conférence, et puis après du coup derrière le forum on a monté le Hub Institute, où là on va avoir de la formation. Le forum entre 10 à 50 000 personnes par an si on prend la partie e-learning, ça va des COMEX aux experts en passant par les collaborateurs pour pas mal de grands groupes en France et dans le monde. C'est des trend reports où on va faire la synthèse de ce qui se passe soit sur des salons où on s'est déplacé, des learning expéditions, un membership derrière tout ça. Donc c'est vrai que ça nous occupe bien. Et puis au début c'était très marketing digital, puis transfo digital, puis futur du travail, puis RSE. Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on couvre un scope de thématiques assez large. Et la techno plein sur la techno émergente, des formations sur GenAI. Disons notre boulot c'est d'essayer de rendre simple ce qui est compliqué, d'essayer d'anticiper ce qui va impacter le business, soit côté client, soit côté interne, les 2 prochaines années. Donc entre guillemets on doit être expert en expertise, on doit s'intéresser un tout petit peu à tout avant nos clients, à les tester quand c'est pas clair, puisqu'entre ce que toutes les annonces, tu vois, c'est toujours la disruption, tout va disparaître la semaine prochaine. Bon, c'est pas le cas, mais en même temps, il y a des vrais changements. Hein, le digital, le marketing digital, la data, le e-commerce, le Web 2. Là, surtout, le Web 3, ça a été un peu plus compliqué que prévu. Et là, effectivement, sur l'IA générative, on voit qu'il y a encore une nouvelle rupture technologique. L'IA était déjà là depuis quelques années, mais plutôt des gros projets complexes, soit sur l'industriel, soit sur le prédictif. Là, c'est la démocratisation de l'usage de l'IA pour tous les cadres du tertiaire, et donc tous les métiers, RH, finance, marketing, et ça va changer beaucoup la façon de travailler. Donc du coup, tu es sur les signaux faibles, on vient vous voir pour détecter des signaux faibles, des tendances émergentes, tout ça. Comment on crée une boule de cristal ? Comment vous t'es arrivé, toi, aujourd'hui, à être suffisamment en amont ? C'est autant de démarches perso que pro dans l'organisation de ta veille ? Je pense que, et pour Vincent, moi ou Père, là, on est très très différents, hein. Mais en tout cas, on est curieux. Tout nous intéresse, les gens nous intéressent, et finalement, il n'y a pas de boule de cristal. On a créé une oreille géante parce que le fait de se déplacer en learning expédition au CES, le Consumer Electronic Show de Las Vegas, à la NRF, le salon du retail, à South by Southwest, à Web Summit, à Hannover Messieurs sur l'industrie, au Cannes Lions, et à là j'étais au GITEX, que c'est le CES de Dubaï, plus on voyage, plus on voit des choses, on voit ce qui converge, ce qui diverge, ce qui est différent. On fait aussi des learning expéditions sur mesure. L'année dernière, on a emmené le COMEX de Carrefour chez Walmart à Bentonville, où tu vois, je ne serais jamais allé sinon dans l'Arkansas. Là, on va aller en Corée en mars. Donc déjà, il y a ces déplacements qui nous aident à nous projeter. Ensuite, il y a l'échange quotidien avec nos 120 clients qui sont membres, avec toutes les conférences. Des discussions, des itérations. En fait, on assiste à tellement de conférences nous-mêmes, puisqu'on les organise, qu'on a des retours constants toute l'année de tous les secteurs. Donc, on voit aussi des secteurs qui changent en entier, ou au contraire des choses, tiens, pourquoi eux ils font ça dans le secteur et eux pas, et tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire des passerelles ? On rencontre beaucoup de prestataires. Moi, je regardais, cette année, j'en suis à 4844 personnes que j'ai croisées, puisque il y a des conférences, il y a des formations, et je fais tous les jours au moins un petit déj, un drink, un podcast, une rencontre, et donc tous ces gens-là à chaque fois ils nous renvoient aussi des signaux, et finalement on est payé par nos clients pour tout voir, tout entendre, tout regarder, mais après secouer, tamiser, pour ensuite dire de tout ça finalement qu'est-ce qui est vraiment une tendance, qu'est-ce qui ne l'est pas, et effectivement autour de cette tendance, qui sont les acteurs, les solutions, les outils, les best practices, quoi. En fait, c'est hyper intéressant parce que moi, à la veille, là, dans le podcast, je l'aborde plutôt à travers les sources écrites digitales, les outils. Mais en fait, la vraie veille, c'est la plus efficace. C'est-à-dire, c'est la veille physique, tu croises des gens, tu parles avec eux. Alors, c'est un pan.
Mais après, je suis un gros nerd aussi, les équipes aussi. Mais je sais pas tout seul, on a un pôle entier sur les reports que je salue parce qu'ils m'aident beaucoup. Tu vois, on a une base de données de quoi, je crois, 350 000 documents qu'on compile au fur et à mesure de l'année en allant télécharger toutes les études, tous les webinaires gratuits, tout ce qu'on peut trouver sur la toile. Et aujourd'hui, voilà, on est complètement, enfin, on bouffe de l'internet tous les jours. En fait, nous, le but, c'est de gagner du temps à nos clients, donc c'est d'avoir tout lu, trié, voilà. Et aujourd'hui, bah tu vois, je passe, je sais pas, au moins une demi-heure sur TikTok par jour. Mais on va voir ça, on va voir pas mal de choses aussi. Tu vas nous dire un peu comment. C'est donc c'est autant physique, discussion avec tes clients. Prendre le pouls un peu là où ou là où l'au bout dans le monde de l'innovation, c'est une grosse équipe sur le digital qui scrute et tout. Maintenant, toi, on va parler de toi. On commence toujours par... Enfin, moi, j'essaie de savoir ce qu'ont mes invités sur leur iPhone, notamment sur leur... Merde, j'aurais peut-être dû trier. Bon, sur ta home screen, on va dire la première page. Bon, allez. Je sais pas, tiens. Alors, qu'est-ce que tu as? Ah bah déjà, tu as des couleurs différentes. Je pense à peu près la seule screen qui est rangée parce qu'après, j'ai beaucoup accumulé d'apps sur les autres screens que j'utilise pas. Mais il y a deux trucs que je connais pas. Frisket Connect, Po, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est ma chaudière connectée parce que tu vois, je sais quand même aussi. Ah, ok, non, mais c'est intéressant. Début de smart home, tu vois. C'est hyper intéressant. Et ça m'a bien prouvé aussi que la smart home n'est pas prête. Hein. L'interopérabilité entre les différentes marques, c'est pas. T'achètes un truc à Lidl, c'est terminé. C'est, ouais. Il n'y a rien qui fonctionne. Un objet connecté, toutes les plateformes. Po, c'est un petit moteur pour créer des bots customisés, qui est finalement va plus être très utile maintenant qu'il y a GPT qui est sorti sur ChatGPT. Mais c'était un peu l'ancêtre. Voilà, je pouvais créer un mini ChatGPT customisé sur une problématique. Chatbot à l'ancienne, façon Facebook au premier temps. Ouais. Et puis non, c'est très classique. T'as App Social, tout ça. T'as dans les cadres du bas, t'as quand même un Google Maps. T'évites de te paumer. T'es beaucoup en déplacement. Beaucoup de meetings, donc. Effectivement, moi, je suis en scooter électrique dans Paris, c'est assez pratique de pouvoir se guider, quoi. Alors, pour ta veille perso, on va parler de tes sources en général, pas uniquement de tes sources de veille. Ça va être tes sources de veille, mais c'est aussi tes sources d'inspiration, des livres qui ont façonné un peu ta pensée, des choses intéressantes. On va commencer plus sur les sources écrites ou les choses que tu consommes, les readings. Ça peut être des newsletters que tu... Alors, j'imagine que tu as beaucoup de choses. Maintenant, il y en a peut-être 2-3 que tu lis pour de vrai, parce que pour discuter avec mes invités, on sait tous qu'on a plein de newsletters qu'on lit pas forcément. Toi, dans tes lectures, alors tu consommes quoi ? Alors, en live, avant d'aller regarder la newsletter, moi, je vais t'expliquer comment je consomme les newsletters. Effectivement, tous les jours, je vais LinkedIn, qui est de plus en plus affûté. Et moi, je trouve que la qualité du réseau est vraiment en croissance forte. TikTok, parce que pour les plus jeunes, et encore quand je dis les plus jeunes, ils sont de moins en moins jeunes, parce que tu as des artisans dessus. Oui. Mais ça, tu sens un autre format. YouTube. Alors, la nav est infernale sur YouTube, mais par contre, la qualité sur les formats longs, alors moi, je les écoute en 1.5 ou en x2 pour aller plus vite, mes podcasts aussi. Tu fais pas le transcript que tu passes après en analyse GPT? Non, parce que mes podcasts aussi, je les écoute beaucoup en scooter, donc... voilà, mais effectivement, sur YouTube, il y a énormément de très bons contenus si tu as bien qualifié les gens que tu suis. Twitter, si tu as créé des listes, alors ça prend du temps. Ah, je suis complètement d'accord. Mais si tu as pris des listes thématiques, donc là, j'ai 400 comptes sur l'IAGN, j'ai juste besoin d'aller scanner ce groupe-là et j'ai à peu près vraiment tout ce qui est clé qui va remonter d'une manière ou d'une autre. Mais pour les découvrir, c'est difficile. Soit tu vas vers des subject matter experts où tu vas faire un hold-up sur leur liste. Ça arrive aussi de scraper des morceaux de liste de personnes. Mais c'est dur pour les trouver. Oui, mais après, c'est aussi avec le temps. Tu vois, par exemple, j'ai une liste pour le CES, une liste pour la NRF. Je vais pas forcément l'utiliser le reste de l'année, mais juste avant l'événement, je vais mettre dessus, je vais en rajouter chaque année un peu. Et donc, du coup, tu capitalises d'une année sur l'autre parce que les gens, a priori, s'ils étaient référents sur ce thème-là, il y en a 2-3 qui ont arrêté, mais la plupart, le reste d'une année sur l'autre, ça peut être des journalistes thématiques, ça peut être des experts. En fait, c'est un peu ranger tous ces experts et de pouvoir facilement les retrouver quand on a besoin. Et après, en newsletter, je pense que je suis abonné à plus de 1000 newsletters, mais qui automatiquement vont se ranger dans mon Gmail, dans les sous-répertoires, qui me servent un peu d'une base de données dans laquelle je peux aller chercher. C'est-à-dire, par exemple,
tu vois, j'ai au moins, je sais pas, une dizaine de newsletters sur la Chine. C'est pas un sujet que je couvre ultra souvent, mais ça se range. Et quand j'aurais besoin d'aller chercher, j'ai juste à scanner mon dossier pour voir finalement sur le dernier mois ou les 2 derniers mois tout ce qui est remonté. Donc là, j'en ai beaucoup sur l'IAGEN en ce moment. Souvent, je fais d'abord ma veille avec quelques sources clés, puis après, je vais compléter en allant vérifier dans mes newsletters si j'ai raté des choses. Un newsletter, ça arrive en temps 2, quoi. D'accord. Ouais. Exactement. Donc finalement, je les lis jamais en live pour pas ça. C'est ce côté, ça t'arrête dans ce que tu es en train de faire. C'est plutôt, elles sont rangées par thématique. Quand j'ai décidé que c'est pour une thématique, je vais pouvoir aller prendre mon répertoire. Et dans le Gmail, ça c'est bien fait. Tu peux vraiment chercher dans un sous-répertoire. Tu peux chercher, je sais pas si par exemple en retail e-commerce, j'ai cherché Amazon, ça va me remonter toutes les newsletters qui parlent des news sur Amazon. Donc ça me permet assez vite de me faire un filtre. Et finalement, c'est un peu comme si j'avais accumulé une veille statique dans laquelle je peux aller piocher, quoi, une base de données de veille, quoi. Donc t'as pas de flux RSS, des feedly, des choses comme ça, non? Non, à l'ancienne. Et après, tout ce que je vois qui m'intéresse, donc beaucoup d'études de livres blancs, etc. En fait, on a une base interne dans laquelle on a 300 000 fichiers. Et donc toute l'équipe, dès que c'est un livre blanc, va thématiser, va ranger donc par industrie, par cible, par pays. Tout ça, c'est mis de côté. Et quand à un moment on a un sujet à traiter, déjà on va dans cette base. D'accord. Et on a déjà tout ce qu'il y a sur la sustainability, sur le packaging, t'as tout là. Voilà, ou sur le future of work, sur la learning organization. Donc il y a un gros boulot de taxonomie pour bien ranger tout et se mettre d'accord. C'est toujours entre le franglais avec des trucs en français, des trucs en anglais, etc. Mais au final, maintenant qu'elle est bien structurée, ça nous gagne un temps. Et effectivement, quand mes équipes sur les études se mettent sur un sujet, ils partent jamais de zéro, ils sont un peu plus jeunes. Mais moi, j'aurais déjà fait une grosse curation de contenu. Après, on va bosser sur le plan ensemble et eux, du coup, ils vont tout de suite pouvoir commencer à attaquer. C'est là où il y a le côté pro qui prend le relais. Et c'est une database qui est faite avec un outil sur étagère Google Drive. Voilà, tu vois, c'est vraiment rangé en mode. Mais après, c'est vrai que c'est simple, c'est accessible de partout parce que des fois, nous, on est à l'étranger en déplacement, etc. Typiquement, quand on couvre des salons, il y a une partie de l'équipe qui est aux US, une partie en France. Donc, en fait, avec Google Drive, c'est hyper pratique. En fait, moi, souvent, je sais pas où sont mes équipes. Si elles sont en TT, si elles sont chez le client, si elles sont. Mais pour nous, ça change rien. T'es en Google Chat, en Google Meet ou en Google Drive, tout est accessible tout le temps depuis ton téléphone, ton ordi, où tu seras, quoi. Toi, t'es une référence en ce moment en France sur les AI parce que c'est vraiment cool, hein, ta curation. Tu suis, toi, peut-être 2-3 personnes où tu te connectes sur lui, sur un réseau social, sur son profil, et tu sais que tu vas trouver Goldmine, quoi, des choses. Alors déjà, au-delà de lui, il y a déjà quelques sites. Moi, je trouve que CB Insight, qui fait vraiment l'actu de tout ce qui se passe autour des startups, mais en vraiment les thématisant, en analysant un secteur et en prenant en compte le côté levée de fonds, technologie. C'est assez complet, je trouve. Souvent, les gens, ils font un super rapport sur la Gen AI. Soit ils font un angle que tech, soit un angle que financier, soit là, ça couvre un peu tout. Après, moi, je suis très, très fan de Prof G, Scott Galloway, que j'adore pour plein de raisons. D'abord, c'est un des seuls à maîtriser hyper bien le marketing, la tech et la finance et la bourse. Et c'est vrai que nous, c'est un peu le truc sur lequel on pêche en France. On n'est pas très très bon sur l'aspect financement, deal financier. Et lui, il va avoir cette capacité à connecter les 3 sujets ensemble et nous dire, attendez, quand Apple a annoncé ça, en fait, ce qui se passe, c'est pas juste un aspect techno, c'est qu'en fait, je sais pas, par rapport au modèle économique et par rapport à Netflix et concurrents, en fait. Et donc, il va avoir cette capacité à avoir des analyses avec du vrai recul, des vrais partis pris, quitte à se planter. Et d'ailleurs, quand il se plante, il ose vraiment le dire dans ses mots en disant, j'ai dit que Tesla se cassait la gueule. J'étais totalement faux, etc. Il est super pas politiquement correct, ce qui fait du bien parce que lui, il est blindé, il a vendu déjà 2 boîtes, donc il peut se lâcher en disant vraiment faut démonter Facebook ou je suis pas d'accord avec ce truc, etc. Alors il parle très vite en anglais de manière assez monocorde. C'est 2 podcasts par semaine, donc c'est très dense, c'est une newsletter, mais moi je les écoute religieusement chaque semaine parce que je trouve que le rapport signal-bruit, il est hyper bon. Et ça te donne un peu une vue de qu'est-ce qui se passe dans la Silicon Valley, le marché financier US sur les grands groupes, avec cette vision tech, business, marketing qui est vraiment très bonne. Après, en France, j'adore Mathieu Stéphanie et Génération Do It Yourself, qui a fait
le contre-exemple de ce qu'il faudrait faire, des podcasts qui durent 2 à 3 heures. Mais en fait, c'est génial parce que la plupart des personnalités ou des entrepreneurs, finalement, on connaît tous les éléments de langage, les 10, 15, 20 minutes de l'interview habituelle. Ouais. Et là, le fait qu'on ait du temps, on va comprendre leur psyché, ils vont nous raconter plein d'anecdotes, de fails. Enfin, il a le temps d'aller gratter beaucoup plus loin. Et du coup, je trouve qu'il y a une qualité d'insight qui remonte. Qui est différente, c'est pas factuel, c'est plus humain. Voilà. Après, sur l'IA, il y a Comptoir IA qui est très sympa aussi. Et après, dans mes sources, trendwatching.com qui fait déjà des compiles de déjà une curation de slides, exactement. PSFK, même si je les lis un petit peu moins, qui est un peu comme le hub aux US. Alors là, maintenant, ils sont un peu plus sur le retail, mais c'est un peu toutes les tendances digitales, innovation, avec un gros suivi des reports des conférences. Mais après, effectivement, il y en a beaucoup, quoi. Hyper intéressant. Et toi, tu nous as dit par rapport à l'organisation, tu utilises Gmail, Drive, des outils un peu assez classiques. Est-ce que dans tout ce qui est outils, t'as peut-être d'autres choses que tu utilises? Est-ce que t'es... Alors, moins, mais j'ai une partie de mes équipes sur les études qui est assez fan de Flint. De Benoît. Exactement, qui a des petits robots. C'est un peu l'ancêtre des GPT, mais c'est un peu des robots de curation qu'on peut programmer sur des thèmes. Et c'est pareil, ça fait une pré-curation pour eux sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que eux l'utilisent pas mal. Benoît Raphaël, qui est vraiment une figure emblématique francophone sur l'IA. Sur l'IA, je crois qu'ils sort un bouquin là qui s'appelle Infobésité. Pas lu, mais et tout ça en étant parti à Bali, il a tout compris. C'est ça. Mais il a des très bons posts même sur LinkedIn avec beaucoup de recul. Des prompts aussi des fois. News, exactement. Il aimait bien. Après, c'est sûr que nous on est ultra fans de Midjourney. Moi, je faisais déjà beaucoup de photos à titre perso et avec un de mes collègues Kirtigan, donc on s'est mis déjà sur Midjourney très tôt. Maintenant, on a mis toutes les équipes et donc que ce soit les images pour les rapports, etc. Ou même moi pour m'amuser à essayer de faire à peu près ce que j'arrivais à faire en photo et voir du coup à quel point les outils progressent. Et puis comme on fait beaucoup de formations dessus, ça nous permet aussi de garder le niveau en testant chaque nouvelle fonctionnalité. Et puis c'est vrai que de plus en plus ChatGPT qu'on commence à pousser assez fort avec les équipes, encore une fois parce qu'on fait des formations, mais surtout parce que nous on l'utilise tous les jours. Et donc tout doucement on voit tout ce qu'on peut faire de plus en plus sophistiqué. Ça va être des choses très basiques. Avant on a quelqu'un dans l'équipe qui regardait chaque vidéo de conférence pour faire le transcript et un article dessus. Ça prenait 3 heures. Là ça lui prend 3 minutes 30 et surtout à la limite t'as pas repasser 5 minutes de plus pour vraiment rechallenger le contenu et t'as pas de faute d'orthographe. Tu vois, c'est quand même sur certaines tâches qui étaient chronophages et pas très fun. Finalement, tu repasses du temps de jus de cerveau et toute la partie un peu de retaper ou de sous-titrer ou le job est plus sympa. Tu t'enlèves des choses et puis effectivement, c'est assez bluffant de voir tous ces outils sortir, quoi. Moi, j'ai commencé à consommer plutôt des vidéos YouTube longues, tu vois, les 45 minutes, hyper intéressantes, hyper denses. Quelques podcasts, j'ai pas encore essayé, avec le transcript proposé par YouTube directement que tu mets, alors pas forcément dans un chat GPT parce que il t'a de limite de token, quoi. Enfin, mais là ils viennent de la remonter. Il l'a remonté, c'est pour ça que ça marchait ce matin, je comprenais pas. Ils viennent de la remonter au-dessus de celle d'Anthropic. C'était avant c'était 10 000 tokens sur la payante, 3 000 sur la non payante, et là ils l'ont remonté à 100 000 ou 128 000 pour passer juste au-dessus d'Anthropic. Ça, je trouve que c'est magique aujourd'hui. Tu t'es pas obligé de te fader 45 minutes. Enfin, c'est mieux parce que c'est pas le même rapport, mais tu peux mettre le transcript, le copier-coller dans le chat GPT, donne-moi les 5 points et ça, je trouve que c'est... Alors, déjà, en tant que consommateur, c'est cool, mais quand c'est ton boulot... c'est clair, c'est assez... c'est magique. Assez dingue. Dans ceux qui nous écoutent, j'imagine qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont dans des boîtes, qui... petites, grandes, très grandes, qui sont vraiment en attente de se dire comment... on anticipe tous ces changements technologiques-là. Il y a énormément de sources de type newsletter, blog, on en a un peu parlé. Il y a des gens à suivre, t'en as cité quelques-uns. En termes de bouquins, est-ce que toi, t'es quelqu'un qui... je sais que tu lis des livres blancs et tout, mais t'es aussi quelqu'un qui lit des nouveaux bouquins? Je lisais beaucoup avant. J'avoue que j'ai énormément de mal à me concentrer sur un bouquin désormais. En fait, je zappe sur tellement de contenu tout le temps
que des fois vraiment je me fais violence. Tu vois, là j'ai fini le dernier Laurent Alexandre remis à jour avec ChatGPT qui était très bien d'ailleurs, mais je sens que tu vois que ce soit TikTok ou le reste, tu zappes tellement que c'est dur de te concentrer. Et puis je t'avoue que les quelques jours qui me restent de congé, tu vas pas te fader, j'ai un peu envie de se vidanger avant de réavaler du contenu. Non, mais dans les bons bouquins, celui-là j'avais gardé. C'est Camille Lambert, c'est un épisode précédent qui l'a conseillé. Je l'ai commandé. Dream Machine. Je l'ai commandé et je sais pas d'ailleurs, tiens, c'est bizarre parce que j'ai commandé sur Amazon il y a un petit moment. J'ai dû le recevoir, mais non, j'avais commandé parce que effectivement, Lighton, on les suit de près. C'est partie des quelques acteurs avec Mistral en France, en LLM, en français. Et puis très très bon, ils avaient repéré assez tôt grâce à la Poste. On avait parlé parce qu'ils ont une direction IA à la Poste qui est très forte, qui fait beaucoup de choses et qu'on accompagne là depuis 6 mois sur l'IA générative. Non, mais après dans les bouquins que je garde, parce que finalement j'en ai eu plein, mais tu vois, il y a Zag et The Brand Gap, c'est le même auteur, il est pas tout neuf, mais c'est toujours aussi pertinent si vous voulez bosser sur votre marketing, votre plateforme de marque, sans blabla, sans truc conceptuel, un truc hyper carré pour définir un positionnement de plateforme de marque. Ça fait 60 pages, il n'y a pas une page en trop, c'est pas un truc de 300 pages qu'on a délayé et tout. Ça reste pour moi dans mes rêves et qui m'a donné ces idées aussi de monter des frameworks, enfin de synthétiser plein d'idées. On a fait un framework, tu vois, sur les 7 chantiers de la transfo digitale. Enfin, on en a fait plein depuis. De dire à un moment, tu prends un truc complexe et comment tu arrives en un schéma, en une méthodo, à le rendre finalement intelligible, simple et activable. Parce que le problème, les marques, on voit bien, le sujet, c'est pas qu'elles sont bêtes, loin de là, c'est le temps. C'est qu'en fait, même des boîtes multimilliardaires en chiffre d'affaires, il reste 24 heures, il y a tellement de sujets à gérer qu'elles sont sous l'eau. Enfin, on voit bien en ce moment, il y a tous les sujets RSE avec le CSRD, toutes les nouvelles régulations. En même temps, il y a toujours les RGPD, puis il y a l'IA, et puis il y a l'inflation, et puis le e-commerce, et les pauvres, enfin, j'aimerais pas être dirigeant de très grands groupes à transformer parce que c'est hyper complexe. Il faut tout bouger en même temps. L'IT, l'humain, la concurrence, la régulation. Donc, c'est vrai que tous les gens qui ont cette capacité à synthétiser, à simplifier, à décrypter, à rendre lisible, je pense que ça aide énormément. Ça a une grande valeur pour les entreprises. C'est ce qu'on essaie de faire avec les reports chez nous parce qu'à un moment, au mieux, tu peux peut-être faire un salon ou deux, mais t'as un vrai job, donc tu peux pas tout lire, tout voir, te déplacer à chaque fois. C'est impossible à suivre. En fait, déjà, le premier problème, c'est qu'Internet, c'est 24/24. Nous, faut au moins qu'on dorme 6 à 8 heures. Donc déjà, tu te lèves, t'as 8 heures de retard sur Internet, puisque ça a continué aux US ou en Chine. Et tu vois, à la fin de ta journée, à minuit, t'as à peu près fini de rattraper ton retard, et ça recommence, et le week-end, ça s'arrête pas. Donc c'est vrai que déjà, on part un peu perdant. C'était dans Ready Player One, je crois qu'à la fin, ils disaient on va fermer le soir et le samedi, ou un truc comme ça, le métaverse. Mais il faudrait presque ça, parce qu'en fait, on se bat contre un truc qui s'arrête jamais, et qui accélère en plus, de plus en plus en ce moment. Et tu parles de métaverse, mais c'est marrant. On peut peut-être parler des tendances qui vont, parce que en fait, pas le métaverse, c'est sûr, mais mais en fait, tu vois, on passe il y a 2-3 ans, énorme changement, Covid, on est là sur le temps d'attention maximale, télétravail, juste la visio, on parlait de quand même Future of Work, tout allait changer, mais ça a quand même beaucoup changé, hein. Moi je te donne un exemple. Avant, si je faisais 2 formations en visio dans l'année, c'était voilà, aujourd'hui j'en fais 6 par semaine, tu vois. Donc ça a complètement changé. C'est pas des restes, c'est un switch complet de la façon de faire l'activité, quoi. Donc non, il y a quand même des énormes changements. On voit bien le télétravail. Enfin, avant c'était quelques boîtes, ça paraissait. J'ai l'impression que les restes quand même ils sont plus installés par les grandes structures. Il y a quand même beaucoup de petites PME qui sont en mode revenez au boulot, quoi. Enfin, pas revenez au boulot, mais il y a même des grands groupes. Non, mais après c'est dur de trouver le juste milieu. C'est-à-dire que c'est toujours pareil dans l'extrême nul n'est bon. Si tu fais que du TT, t'as quelques boîtes qui peuvent fonctionner comme ça, mais à un moment tu perds quand même en termes d'engagement, t'as besoin de te voir, te croiser et tout. Si tu fais effectivement que du présentiel, tu donnes aucune flexibilité à tes équipes, qui ont aussi une vie à côté, qui ont aussi des livraisons, qui ont des enfants, enfin à un moment tu peux trouver un juste milieu. Et puis après c'est compliqué pour les grands groupes, c'est aussi d'accepter peut-être plusieurs formules.
parce que quand t'es jeune, t'as peut-être plus besoin d'être au bureau parce que t'apprends au contact de tes collaborateurs. Quand tu connais déjà toute la boîte, tu connais ton job par cœur, t'as une grande maison, t'as peut-être envie de passer un peu plus de temps chez toi. Donc, c'est pas évident de trouver. Et puis, il y a des gens qui adorent qui vont au boulot pour échanger. Ouais. Et t'as des gens très analytiques qui ont envie qu'on les laisse tranquilles et concentrés sur leur boulot. Donc, c'est ça aussi qui est dur, c'est de trouver une recette pour tout le monde. Souvent, t'auras aucune recette qui va plaire à toute la boîte, quoi. Mais je regardais les technos émergentes là, qui sont un peu d'une année à l'autre un peu différentes, quoi, depuis 3-4 ans. Bon, là, c'est la Gen AI. C'est quoi l'année prochaine? Alors, Frédéric Cavazac, que j'ai eu la semaine dernière, disait que c'était plutôt la réalité mixte. Mais toi, tu crois quoi? C'est quoi ta conviction là? Non, mais ça dépend à quelle échéance on se met. C'est sûr que tu vois, à un moment, le quantique, ça va certainement changer. Ça va encore refaire une révolution. Là, il y a déjà des petites boîtes et tout. Ouais. Mais on en est vraiment au début du début. Donc peut-être dans 5, 6, 7, 10 ans, à un moment, ça redonnera un coup de boost sur la puissance de calcul. Et donc, ça créera plein d'opportunités, plein de risques. Et il y aura certainement... ça changera plein de choses. Ça va prendre encore un peu de temps. Clairement, on voit bien que la mobilité, même si on est un peu en retard sur l'Europe, ça y est, les US, Walmart, c'est 36 supermarchés qui livrent en drone. Alors, c'est pas l'entièreté, c'est pas le plein de courses du week-end, hein, mais on passe un peu du POC ou de la R&D à déjà des débuts de service. Tesla, ils sont pas encore en full autonome, mais presque. Bon, Cruise, ils ont dû un peu mettre en stand-by, ça va reprendre. Waymo accélère. Donc, on voit quand même qu'à un moment, l'IA, ou la voiture autonome, la livraison autonome, ça a changé toute une partie du retail, toute une partie du transport, toute une partie de la logistique, toute une partie du transport de personnes. Donc ça, c'est dans les 10 prochaines années. Et moi qui reviens de Dubaï, tu sens qu'ils sont ultra pushy sur l'IA pour faire des tests. Nous, on est ultra pushy sur la régulation. C'est un peu la plus grosse innovation de l'Europe en ce moment, c'est nos règles. Bon, il en faut, hein, mais des fois, il faudra peut-être se demander si c'est le premier truc qu'il faut sortir à tout crin. C'est pas en rajoutant plus de gens avec des tampons qu'on va vraiment créer de la valeur non plus. Donc ça, c'est un sujet, mais je pense que sur cette Smart City, alors pas forcément tout automatisé, etc. Mais je pense que sur le sujet sustain, c'est une évidence. On n'a pas le choix. Il faut le faire. Je ne sais pas si la tech résolvera tout. Clairement, il faudra qu'on change aussi nos comportements, nos usages, nos envies, nos besoins. Hein, et la tech ne va pas non plus nous permettre de rien changer. Mais par contre, je pense que là, on peut faire 1000 fois mieux sur le solaire. On peut faire 1000 fois mieux sur l'optimisation de l'isolation, de la consommation, sur le recyclage, sur le plastique, sur le packaging. C'est sûr que il y a des choses, c'est évident. Vraiment, on n'ira plus jamais à la plage de notre vie parce que ça sera une déchetterie géante à ciel ouvert. Et en plus, il n'y aura même plus de poissons. Et s'il n'y a plus de poissons, au-delà de plus aller à la plage, c'est d'autres problèmes. On voit bien sur le climat, on passe un peu de concepts qui font un peu peur à des trucs très tangibles où chaque été, on sent que les températures montent, on voit les catastrophes dont la fréquence augmente. Donc là, moi, je crois énormément. On a une nouvelle génération, on voit bien dans toutes les écoles d'ingé ou des écoles de commerce sont ultra motivés. Heureusement qu'ils sont là. Bon, en même temps, si c'était jeune, ils voulaient pas changer le monde, ça serait triste. Et là, je pense qu'il va y avoir un volume d'innovation qui va être phénoménal. Et tant mieux. Et en plus, du coup, j'imagine que ça sera rentable parce qu'il y a des besoins en face. Donc là, il va y avoir énormément de choses. Et désolé, hein, mais je pense que ça sera plus clé et bien plus massif, structurant que la réalité augmentée, quoi. Qui est sympa. Hein. C'est un sujet. Mais moi, ma vraie question, c'est comment on bouffe, comment on se loge, comment on se déplace et comment on s'éduque les 10 prochaines années. Et ça, finalement, on revient en basique. C'est quand même les sujets clés. Et après, super si on le fait avec des lunettes connectées. Mais c'est quand même le sujet. Là, on s'en rend pas compte parce que nous, on est dans notre bulle de la tech parisienne où on vit quand même super bien malgré, cette année, c'était pas une bonne année. Il y a des gens, ils crèvent la dalle. Il y a des gens, ils peuvent pas se loger du tout. Les restos du cœur, ils sont quasiment eux-mêmes en train de faire faillite parce qu'il y a tellement de demandes. Donc, il y a quand même urgence. On voit bien sur l'immigration, qui est un sujet complexe. On voit bien que les risques climatiques, tous ces sujets-là, je pense que la tech a sa responsabilité sur certains cas, mais elle a aussi un rôle énorme. Et là, il y a
il y a une source d'innovation phénoménale qui a à la fois du sens et qui a à la fois même pourquoi pas de la rentabilité parce qu'il y a un marché de fait c'est qu'il faut qu'on résolve ces problèmes-là sinon on va crever quoi. Mais souvent je fais cette réflexion, ça se trouve on n'aura pas le choix parce que en gros quand tu regardes je sais pas le coût des matières premières, la diminution des réserves sur tous les matériaux qu'il y a dans ton téléphone, ça va pas durer ça. Oui, mais en fait, tu as toujours le choix. Mais maintenant, les deux choix, c'est soit on enlève tout, et là, c'est en mode ultra punitif, on vous interdit, on vous bloque, on vous met des quotas, on vous limite, soit on accompagne, on anticipe le changement en disant on peut pas continuer comme avant, ça c'est sûr, mais au lieu d'interdire, on trouve des alternatives, on propose d'autres solutions, on repense l'aménagement d'un écosystème qui est une ville qui est complexe en fait dans lequel il y a des habitants, des business, des régulateurs et voilà et soit on repense les choses et là on n'est pas obligé de punir les gens, de les limiter, on va juste leur proposer une alternative. Ok, franchement c'est le bordel le passage au vélo à Paris, mais si demain tout est bien fait en vélo et que c'est safe d'aller avec ses enfants partout et que c'est rapide et qu'il y a des vélos électriques partout, on dira peut-être qu'est-ce qu'on a été con de freiner autant et de rallier autant et voilà, c'est sûr les périodes de transition c'est toujours pénible mais on aurait aussi pu le vendre certainement avec un peu plus de transparence et d'enthousiasme, je sais plus ce qu'ils disaient sur les futurs possibles, faut à nous, je trouve que ce qui est dommage, c'est que pendant les 30 Glorieuses, on vendait la tech. Chaque année, la tech, c'était un peu comme les 30 Glorieuses en Chine en ce moment. Chaque année, ça s'améliorait. Les gens avaient l'impression que le futur, c'était du progrès. Parce que, on gagnait mieux sa vie. La machine à laver, du coup, on gagnait plein de liberté ou de qualité de vie ou de temps. Et là, maintenant, on a l'impression, oh là là, la tech, c'est dangereux, les risques, qu'est-ce qui va se passer? Non, il faut dire, demain, il y a des vrais challenges. Mettons-nous tous ensemble pour les autres. On a bien réussi à l'époque à faire des centrales nucléaires, des Airbus, des TGV. On pourrait très bien relancer ces grands projets où on fédère du privé, du public autour de chantiers très identifiés qui peuvent être l'alimentation, le transport, le bien vieillir, le bien soigner, le bien éduquer, etc. Et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à... si on le voulait vraiment, après, c'est compliqué à organiser, mais qu'on n'arrive pas à résoudre ces problèmes et justement proposer du choix, qu'un choix qui est différent de celui qu'on fait aujourd'hui, mais qui n'est pas juste un choix par la contrainte en mode ça va être plus compliqué, serrez-vous la ceinture et baissez la tête, quoi. C'est quand même pas un bon moyen d'emmener les gens et de les motiver. Puis à un moment, si effectivement en plus ils sont en train de crever la dalle, on va finir en gilet rouge et puis en gilet jaune, quoi. Et sur cette question de tendances technologiques qu'on surveille. Alors évidemment, si on anticipe les choses, ça sera moins violent, mais il y a quand même cette question de se dire tout ce qu'on étudie là, tu vois, notre champ de veille, c'est la nouvelle technologie, l'électronique, ça c'est énormément de choses concrètes, comme je te disais, de matières premières, de matériaux qui sont en diminution permanente. Au bout d'un moment, l'high-tech, ça se trouve dans 5 à 10 ans. J'en sais rien, je sais pas ce que t'en penses, mais ça se trouve, nos enfants ne connaîtront pas ce que nous, on a connu. Peut-être qu'on arrivera dans un monde beaucoup plus sobre, mais pas par forcément choix, parce qu'on sera mis au pied du mur, il y aura plus assez de... Moi, je pense que ma maison, elle est beaucoup plus sobre que mes parents. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est pas pour jeter la pierre, mais moi, mon téléphone, chez moi, j'ai pas de magnétoscope, j'ai pas de chaîne Wi-Fi, j'ai pas de manche 10, j'ai pas de manche cassette, j'ai quelques appareils photo parce que je fais toujours de la photo, mais en fait, finalement, avec le cloud, ok, on a un serveur, on a un cloud, mais avant, je sais pas, t'avais 200 DVD, t'avais 500 cassettes, tout ça, c'est fini. En fait, ça consomme aussi un peu dans le cloud, mais c'est mutualisé entre tout le monde. Donc, il y a des trucs qui s'améliorent pas, mais moi je pense sur plein d'autres en fait. On a toute une partie de notre culture et de notre entertainment qui s'est vaporisé et donc qui nécessite pas d'imprimer, de couper des arbres, de fabriquer des cassettes et des magnétoscopes. Donc après évidemment que Netflix ça consomme aussi, mais chaque année les data centers deviennent de plus en plus neutres, de plus en plus efficaces, etc. Et on pourrait aussi se dire l'IA ça consomme et tout, mais une photo mid-journée vs un shooting où je déplace 50 personnes à l'autre bout du monde pour aller prendre des photos avec du matériel, des flashs, une styliste, à un moment, oui, dans certains cas, c'est quand même beaucoup plus économique financièrement, mais surtout en termes d'empreinte carbone, de faire une vidéo générée par l'IA avec une petite requête, quoi.
Donc après, il y a pas dans les deux cas, des fois c'est mieux de le faire où on n'a pas le choix et de le faire avec l'humain, des fois c'est mieux de le faire avec de l'IA. Mais moi, je crois pas du tout que l'IA, on soit dans la surconsommation. On est en train de digitaliser tout un tas de choses qui évitent aussi de consommer. Ouais, quand tu fais le bilan, c'est plutôt de la matière. Avant, il fallait des bobines, il fallait du film, il fallait tout un tas de choses. Donc au contraire, moi je pense que peut-être que alors ça peut faire flipper, mais il y en a toujours qui disent oui, la future c'est Terminator, les cyborgs et tout, mais peut-être qu'un jour on se digitalisera vraiment et que finalement on aura un super serveur qui tournera dans un coin de la planète pour faire tourner entièrement l'humanité virtuellement. Donc en fait le champ des possibles il est large, mais ok, on a des soucis sur le climat, on a des soucis, mais il faut quand même se dire, je sais pas, je sais plus à quel siècle, ils avaient la peste, les 2/3 de la population mondiale sont morts, on a eu, des galères, on en a eu un paquet dans l'histoire de l'humanité et c'était pas les mêmes, mais à chaque fois on a trouvé la force de vie de soit la résilience, soit l'innovation, soit malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas survécu, mais en tout cas, on est toujours là et a priori, on peut espérer qu'il y aura toujours. Après, je sais pas s'il faudra aller sur Mars comme Elon Musk ou plutôt essayer de nettoyer notre planète avant, ou de faire les deux. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que si tu crois dans l'innovation, voilà. Ouais. Après, je peux être pragmatique en mode ça va pas être simple, ça va pas être facile. Il y a peut-être des moments, des périodes intermédiaires qui vont être vraiment galères. En même temps, j'ai l'impression que c'est comme la transformation digitale dans les entreprises. Tant que tu t'es pas mangé un mur, tant que t'as pas de sentiment d'urgence finalement pour fédérer l'énergie nécessaire à bouger l'inertie, tant qu'on se dit c'est pas indispensable, c'est pas nécessaire et pourquoi on changerait, y a pas vraiment grand gens de motiver. Donc malheureusement souvent il faut attendre un peu, pas la dernière minute, mais quand même la menace du mur qui approche très vite pour se dire bon là ok, maintenant on est tous d'accord que c'est prioritaire et on passe en mode commando pour le gérer, surtout en France où je trouve on est très comme ça, on anticipe quand même peu les choses, on est très dans le système D last minute, mais on n'est pas mauvais à la fin pour improviser. J'espère qu'on le sera pour les JO. Mais voilà, donc après je pense qu'effectivement si on est dans l'inno, c'est difficile d'être pessimiste parce que c'est déjà tellement dur d'aller convaincre les gens de changer un truc ou de leur expliquer pourquoi ce nouveau truc potentiellement il peut être dangereux ou utile, qu'on est un peu obligé d'être optimiste, quoi. Qu'est-ce que tu conseillerais à un auditeur là qui il a déjà beaucoup de choses, beaucoup de sources, mais qui voudrait qui se pose plein de questions sur la tech, qui sait pas par où commencer, tu lui conseillerais quoi Alors la première chose, quelqu'un qui est assez paumé mais qui est curieux, tu vois. Ouais, non mais quelqu'un qui a pas de temps, on va dire. La première chose déjà, c'est il y a tellement de choses que c'est impossible de s'en sortir tout seul. Donc déjà, il faut trouver un moyen de mutualiser la courbe d'apprentissage. Donc déjà, c'est échanger avec ses pairs. Venez à nos conférences, mais sinon déjeunez avec vos pairs, allez, sortez. Il y a un moment, on a tous la tête dans le guidon. Ouais. Si tu te forces pas déjà parler déjà avec les pairs de ton industrie. Qu'est-ce qui se passe dans les autres boîtes? Qu'est-ce que les autres font? Et tiens, t'as bossé avec qui? T'as utilisé quel truc? Ça a marché? Ça a pas marché? Déjà, en croisant un peu, au bout d'un moment, ça t'aide quand même déjà à faire le tri en utilisant finalement tout le temps que les autres ont investi chacun de leur côté. Après, aussi aller croiser des gens hors de votre industrie. Donc des fois, allez en province, allez à l'étranger, rencontrer des plus jeunes, rencontrer des gens d'autres CSP que vous, parce qu'à un moment, sinon on devient très... Moi, chaque taxi, c'est un benchmark. Tu vois, j'utilise chaque taxi, comment ça va, c'est quoi les nouvelles, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Parce que ça donne d'autres angles de vue de gens différents. Si t'es empathique et ouvert, en tout cas, tout est intéressant. Après, t'es pas obligé d'être d'accord avec tout. Ensuite, si tu commences à dire il y a trop de trucs, pour moi, le meilleur filtre, si t'es dans le business, c'est ton client. Ouais. Finalement, à un moment, tout est intéressant, tout est utile, vu que tu peux pas tout faire, vu que t'as pas un budget limité et un temps limité. Finalement, si tu dis, si je dois prioriser les trucs, commence par les... Et donc, un des meilleurs sujets, un meilleur critère de priorisation, c'est les irritants de tes clients. Ouais. Tu vois, est-ce que tes clients, ils se sont dit, ouais, c'est un scandale, il n'y a pas de métaverse chez Seb, Adidas ou Nike? Je crois pas, tu vois. Si tu vas aller voir, tu leur dis, c'est quoi les 5 trucs que tu détestes le plus sur ma marque, mon service, mon produit, mon usage, voire déjà, il y a des avis en ligne, hein. Déjà, commence par là, quitte à pas pouvoir tout faire. Si tu dis déjà, je vais résoudre les 5, 10, 20 points qui saoulent le plus mes clients existants, peut-être qu'il y avait d'autres idées super, mais a priori, celle que j'ai choisie,
au moins, Ok, je suis sûr bien. qu'elles servent à quelque chose. Ouais. Et c'est vrai que ce filtre, on le perd un peu parce qu'à un moment, des fois, on fabrique, mais on vend pas. On n'a pas le contact final avec les clients. Ou des fois, c'est un autre service, regarde les avis clients ou le support. Tu vois, c'est Zappos, leader de e-commerce de chaussures aux États-Unis qui a été racheté par Amazon. Tu passes tes 4 ou 5 premières semaines, quel que soit ton job du PDG, à 5 semaines au support client. Tu vois, déjà, tu es bien au courant de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans la boîte. Non, mais c'est clé. Donc, tu vois, ça peut être un bon prisme parce que sinon, je suis allé voir un planeur strat avec des cheveux violets. Il m'a dit le futur, c'est Metaverse. Ouais, c'est super. Va à Poitiers, va à Toulon, va à Lille, discute un peu avec les gens normaux et vois ce qu'ils en pensent. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas faire quand même des POC ou du R&D, mais ça te permet de rééquilibrer un peu de qu'est-ce qui est clé. Et tu vois, ils vont plutôt te dire en ce moment, le problème, c'est mon panier d'achat, c'est si j'ai encore un job la semaine prochaine, j'arrive pas à me faire soigner parce qu'il y a plus de médecins. Enfin, en fait, tu vois, ça te permet de relativiser les choses et de refiltrer les choses. Faut pas être trop hors sol, quoi. C'est ça. Et après, effectivement, de voyager aussi parce que des fois, tu vois que oui, la Chine, ils sont super en avance sur certains sujets ou que c'est là que tu risques de faire de la croissance pour certains grands groupes parce que le marché il est beaucoup plus gros, beaucoup plus dynamique. Et donc, faire une strat aujourd'hui, si tu as une marque de luxe, tu fais pas la Chine, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'est un petit peu ça, mais de l'échange, un peu de veille quand tu peux aussi. Mais si t'as pas le temps de la faire, trouve des gens intelligents qui la font à ta place. Donc trouve le podcasteur, trouve qui fait déjà blogueur, une curation ou des choses comme ça. Où tu dis déjà sur ma verticale, moi je sais que sur ce sujet, en gros lui déjà il m'a un peu, elle m'a déjà un peu crunché. Donc trouve le qui et pas trouve le quoi, en gros. C'est ça, exactement, qu'il fait pour toi. Et honnêtement, j'ai envie de dire, là il y a quand même l'arrivée de ChatGPT. Alors pas forcément sur l'actu, mais c'est quand même un assistant de Gogol. C'est ton super coach. Vraiment. Tu peux même lui demander, j'ai besoin que tu m'aides là-dessus, de quoi as-tu besoin pour pouvoir m'aider comme question, quoi. Donc en fait, c'est un super coach qu'on peut utiliser. C'est la personne en plus dans l'équipe sur lequel on peut. Alors encore une fois, il va pas venir avec toutes les bonnes réponses, mais il va venir avec un début de fil. Il va t'amener une idée. Parmi les 10 que t'avais pas trouvé, un insight, un début d'insight à tirer, et en plus c'est conversationnel, donc tu démarres, tu dis tu m'as sorti 10 idées, je les aime pas, trouve-moi en 10 autres, mais j'aime bien la 2, la 3, la 4, est-ce que tu peux les combiner, est-ce que tu peux creuser celle-ci, et donc là d'un seul coup tu vois c'est sans fin, mais c'est custo par rapport à ta problématique, là où chez YouTube ou les autres faut aller chercher sur étagère, aller essayer de trouver le contenu qui match avec ton besoin, mais c'est quand même compliqué de le trouver, et puis il n'existe pas forcément. En t'écoutant, j'étais en train de me dire, mais imagine si lui, de ChatGPT, c'était un mind map. T'imagines ? Il y a des plugins pour, à mon avis, parce que là, il y a 1800 plugins. C'est dingue, parce que là, en fait, toutes les pistes que tu creuses pas en format vertical, tu l'as sous les yeux. Mais on peut, c'est quand t'es paumé dans la tech, et c'est sûr que ChatGPT, c'est un réflexe à avoir aujourd'hui. Et il y a tellement de fois où je me dis. Et prenez la version payante à 20 €, parce que je pense que tu vois, on a fait déjà 92 ou 93 formations sur l'IA générative les 6 derniers mois. Et là, tu vois, sur les dernières personnes que j'ai demandé, t'as 98% de la salle qui a la version gratuite et 2% de la version payante. Et pour 20 balles, franchement, c'est 10 fois plus puissant en termes de pertinence, de qualité. Il y a tous les plugins, il y a DALL-E pour les images. Enfin, c'est vraiment prendre une Decho au lieu d'une Ferrari qui est dispo pour 20 € par mois, quoi. Trouver un moyen de toute négocier. la connaissance du monde gérée par Jarvis. Voilà. Donc faites-la payer en note de frais, et puis même à la limite payez-vous si vous avez les moyens, parce que là c'est juste. C'est mieux que 4 cafés ou un magazine ou voilà, et je pense que tu vois c'est une chance demain pour l'éducation, ce qui n'empêche pas que les profs sont super importants, mais d'avoir ton prof il est génial, mais il est pas dispo 24/24 7/7 chaque fois que tu as envie de lui poser une question relou, quoi. Là finalement tu peux redemander 10 fois la même chose, donc on a quand même quelque chose demain qui va pouvoir aider plein de gens à progresser, quoi. Ok. Les actus du Institute, là, c'est quoi les prochaines les actus... Le forum, il est passé, c'était en octobre. Le Hub Forum, qui est notre plus gros événement, il est passé en octobre. Mais après, on a 50-60 événements dans l'année. Donc, un des prochains, c'est sur les Chief Learning Officers le 30 novembre. On a un sur le futur de la pub, du social media. Le report, là, sera focus plutôt TikTok cette année. Et après, on a effectivement Learning Expedition CES, donc Salon de l'électronique à Vegas en janvier, Salon du Retail à New York de la NRF juste derrière. Et c'est vrai que ces deux événements-là donnent un peu en termes de début d'année, de c'est quoi les grosses trends derrière. Donc nous, après, on aura un futur of retail et e-commerce
qu'on fera, je crois, en février, où on fera à la fois le best-of de ce qu'on a vu aux US. Voilà. Et normalement, on a une learning expédition en mars à Séoul, où on va aller voir tous les acteurs retail et tech, puisque là-bas, il y a un super métaverse qui cartonne, qui est Zepeto. Il y a Naver, qui est leur Google, qui fait aussi de la voiture autonome, de la livraison par drone, etc. En retail, c'est pas toujours de la tech, mais ils sont très créatifs dans la scénographie, la mise en scène. C'est un peu le Japon de l'époque, mais moins fermé et beaucoup plus jeune. Parce que là, le Japon, il a pris un gros coup de vieux, on va dire. Et je pense que c'est important parce que les Asies, parce qu'entre la Chine, la Corée et le Japon, déjà, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on se dit toujours, d'abord la Silicon Valley, puis après l'Europe, puis après les petits pays du tiers-monde. Non, déjà, c'est nous le tiers-monde. Quand on va en Chine ou en Corée, on se prend un énorme coup de vieux, même quand on va à Dubaï sur certains sujets. Et donc, déjà, ça rééquilibre un petit peu la perception. Alors, c'est des pays très spécifiques. Ils ont à la fois une culture, des usages qui sont pas tout à fait les mêmes en termes d'app que nous. Mais quand même, souvent, ils sont en avance maintenant sur un certain nombre de sujets, sur le mobile, le paiement mobile. Bon, le live commerce, ça n'a pas trop décollé chez nous. Et c'est hyper intéressant de regarder, même si tout n'est pas plug and play chez nous, de voir ils sont souvent en avance sur beaucoup de choses. Nous, on a beaucoup de clients en beauté luxe. Sur la beauté, ils sont super avancés aussi. Sur le retail aussi. Donc on attend avec hâte d'emmener quelques marques avec nous. Là, on a déjà pas mal d'inscrites. On va avoir 2 à 3 délégations, je pense, pour aller voir des boîtes, des startups qui essaient d'inventer des nouvelles choses et dont on pourrait s'inspirer pour faire des choses sur le vieux continent. Et Vivatech, du coup, en mai, c'est ça Alors, Vivatech, évidemment, qui a vraiment cette force, je trouve, d'avoir trouvé le bon équilibre entre les grands groupes et les startups. Le fait de que les labs soient pilotés par les grands groupes qui financent quand même beaucoup, c'est en plus de budget, mais qui doivent héberger une sélection de startups qu'ils ont eux-mêmes sélectionnées. Et ça change beaucoup du Web Summit, par exemple, où cette année, je ne vais pas aller. Web Summit, très grand, très riche, mais en même temps, beaucoup de startups early stage qui viennent plutôt chercher des fonds, qui n'ont même pas forcément encore de clients ou de POC. Et donc, du coup, on se dit l'année prochaine, il y a déjà 80% ou 70% des startups qui ne sont plus là. Donc, ça veut dire que finalement, le ratio signal-bruit n'est pas très bon. Là où Vivatech, finalement, tu dis, si c'est déjà un groupe du CAC 40, même s'il n'est pas dans mon métier, qui a présélectionné ces startups, voire qui avait travaillé sur un programme d'accélération d'incubation sous un station F tu fais confiance à tes pairs pour dire, a priori, toutes celles qu'ils ont ramenées, elles sont quali, elles ont déjà bossé avec des grands groupes, elles ont déjà une taille suffisante pour que nous aussi on puisse s'y mettre. Et c'est aussi des fois mieux que CES, parce que CES, tu peux voir les boîtes super, mais si elles sont à l'autre bout du monde, tu sais, des fois, tu peux expliquer que c'est une boîte du CAC 40 français, s'ils te connaissent pas, ils en ont rien à faire. Alors que là, si tu dis qu'elles sont à Paris, a priori, tu vas beaucoup plus facilement pouvoir travailler avec. Et le but, c'est pas de se divertir sur Nino, c'est vraiment de se dire, j'identifie des partenaires possibles pour aller mettre en place assez rapidement des solutions. Et je pense en plus, Publicis, ça a assez bien réussi l'internationalisation, parce qu'au début, c'était quand même très franco-français CAC 40. Avec Elon Musk, là, je crois que et c'est là, l'apogée. 2-3 ans, mais effectivement, là, ils ont réussi à nous mettre sur la carte internationale. Et donc, au début, on avait l'Afrique, un petit peu d'Asie. Là, on a eu beaucoup la Corée, un peu l'Inde l'année dernière. Mais je pense que tout doucement, ça va devenir un des gros événements. Même si, tu vois, là, on était au GITEX, qui est le CES de Dubaï. On s'est pris une petite claque quand même. 200 000 participants, 41 halls. Alors là, t'as plein de pays que tu vois pas au CES. Le Pakistan, l'Iran, pour plein de gens qui n'ont pas le droit, avec leur visa, d'aller aux US. Alors, les startups de l'Iran étaient pas ouf. Mais Arabie Saoudite, Émirats, Inde, on voit quand même des boîtes qui sont en train d'accélérer très très fort, avec un niveau d'IA déjà dans les Émirats qui est dingue, dans l'e-government. Là, il y avait des LLM en arabe, ultra advanced, déjà intégrés dans les administrations. Intégré chez les gens publics. Tu peux aller chatter pour ta contredanse à Dubaï, tu passes au ministère des Transports, ils te sortent la carto pour la livraison par drone, tu dis, mais il y a la livraison par drone, ils font non, mais on est prêt. Tu vois, et là tu fais, en fait, l'État, il fait vraiment son job de j'anticipe et je prépare l'infrastructure pour que le business puisse se développer. C'est pas genre vous découvrez qu'il y a un truc, panique à bord, oulala, on interdit, on régule. Bon, après, ils ont moins de problèmes de budget que nous, c'est plus petit, etc. Mais on s'est pris et ils ont annoncé qu'il y allait avoir le GITEX Europe à partir de 2025 à Berlin. Donc là, ça va faire aussi une grosse compète. Voilà. Alors après, c'était très salon, mais il manquait toute la partie éditoriale. Par exemple, au GITEX,
il n'y a pas la diffusion des confs. Les confs, il n'y a pas vraiment de gros guests. Donc, c'est encore beaucoup de stands, très intéressants sur certains, d'autres pas. Mais après, il n'y a pas cette ligne. Aujourd'hui, tu vas sur un Web Summit, un Vivatech et tout, tu vois, tu as toute une partie contenu qui est hyper importante. Et là, bon, c'est moins leur truc. Donc, tu vois, aussi intéressant de voir qu'on n'a pas tout à fait le même, les mêmes équilibres. D'où l'importance de voyager, d'y aller, exactement. De la manière dont les pays innovent. Bon, écoute, super, une super stack, beaucoup de ressources, beaucoup de sources. T'es hyper généreux, je suis content. Et non, merci à toi. Et je pense que tu vois, c'est un peu tout le but de ton podcast, c'est de croiser les différentes sources et les différents chercheurs ou décrypteurs derrière, et de montrer que finalement il n'y a pas de magie, ou il n'y a pas de gens ultra intelligent. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns de plus que nous, mais vraiment, c'est un peu du travail de fond, de l'organisation, et après, c'est croiser, recroiser, tamiser jusqu'à au bout d'un moment, il y a des évidences qui apparaissent un peu avant les autres, tout simplement parce qu'on a mis le temps qu'il fallait pour scanner les choses, quoi. C'est ça. Et là, je dois m'apercevoir que je t'ai pas posé le vrai ou faux que je voulais te poser tout au début. Eh ben vas-y, alors on finit sur un vrai ou faux. Ouais, vrai ou faux, tu as fait un lycée un peu particulier. Tu es Brussion. Alors oui, je suis Brussion, donc les gens vont dire quoi, c'est une pêche? Non, pas du tout. J'ai fait un lycée militaire, donc le Britannique national militaire de la Flèche. J'ai appris ça dans le effectivement, parce que je voulais faire Saint-Cyr. Après pas mal d'années de scoutisme, j'étais bien parti, et après Internet m'a attrapé. Bon, j'ai pas réussi aussi le concours de Saint-Cyr. Et donc je suis reparti effectivement à Kedge, à Marseille, en école de commerce, et je regrette rien, mais j'ai gardé pas mal de bons amis d'anciens du lycée militaire qui sont beaucoup dans l'armée, dans la gendarmerie, dans l'armée de terre, qui font un super boulot. Enfin, bravo à eux pour leur abnégation et leur motivation. Mais c'est ça me permet aussi de temps en temps, tu vois, on a travaillé un peu avec l'agence Innovation Défense, qui est l'agence d'Open Innovation des 3 armées. Qui est une agence d'Open Innovation. Et eux se bougent aussi énormément, et on oublie que les armées, c'est énormément de métiers, parce que tu as aussi bien des boulangers que des soudeurs, que des gens à la logistique. Il y a des combattants, mais en fait, il y a 200 ou 300 métiers derrière pour faire vivre une armée. Et donc, c'est aussi chouette de temps en temps d'aller échanger avec d'autres acteurs de l'écosystème. Et ils creusent, je sais pas, des choses sur imprimer de la peau artificielle pour les grands brûlés sur les champs de bataille, comme du camouflage biométrique. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi tout un tas d'usages qui est assez dingue. Et puis, on pourrait même dire, finalement, entre le business et l'armée, t'as la cybersécurité. C'est ce que j'allais dire, t'as la cyber. Qui est en train d'exploser en ce moment, malheureusement, enfin, heureusement, mais en tout cas, qui a un sujet qui va devenir clé. Parce que finalement, quand on a de la data et de l'IA, finalement, on devient, la valeur ajoutée de cette partie-là de business devient clé, et donc forcément, il faut la protéger, et forcément, ça intéresse certaines personnes pour aller soit paralyser une boîte, soit pour. Non, mais les innos sur des organes un peu régaliens, comme ça, c'est passionnant. T'as aussi la NASA qui pousse sur plein d'innovations, tout ce qui est même New si Space. SpaceX les a légèrement un petit peu dopé pris la place, mais bon, en même temps, c'est bien, il y a de la concurrence. Ça booste. Non, c'est petit dernier verre au faux sur ça, parce que du coup, en face de toi, tu n'as pas un Brussion, mais tu as un Giron. D'accord. Donc c'est l'autre école qui n'aimait pas du tout le Britannique. Ah oui, c'est ça serait pas drôle, quoi. Mais non, merci infiniment, Emmanuel, de nous avoir donné autant d'insights, de sources, et puis je vous donne rendez-vous à tous et à toutes sur le prochain épisode de TechSource. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour accéder aux sources de nos invités ainsi qu'aux transcriptions complètes et recevoir chaque nouvel épisode par email, alors une seule adresse, un seul chemin, rendez-vous sur techsource.io. En vous inscrivant gratuitement à la plateforme, vous débloquerez l'accès à toutes les ressources des épisodes de ce podcast. Enjoy!